Bonjour à tous, madame, monsieur. Nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes avec déjà nos invités sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle de rentrée scolaire. Le Nord-Ouest se vide de ses élèves. C'est le grand titre du journal. D'ailleurs, malgré l'assurance des autorités, à quelques 3 jours de la reprise des cours, de nombreuses familles quittent massivement la région du Nord-Ouest pour les régions francophones. Et puis, affaire Sissoko et compagnie, l'État impose ses avocats aux prévenus. D'ailleurs, les leaders sécessionnistes ne sont finalement pas arrivés au tribunal comme prévu. Leur demande de mise en liberté a été rejetée alors que les avocats sur le banc de la défense ne s'accordent pas. C'est un véritable problème, dit le journal La Nouvelle Expression. On parle également de la polémique sur le hameau. C'est bien entendu donc une structure de l'école internationale. Les clarifications de Jean-Claude Mbouentou à lire dans le journal, accusé de tribalisme dans la publication des résultats de l'école africaine des métiers, de l'architecture et même de l'urbanisme de Lomé. Le ministre de l'Habitat a choisi donc de donner ses explications aux Camerounais. C'est à lire en page 6 du journal. Le même journal parle également de présidentielle 2018 avec les candidats et les réseaux sociaux, les différents postulants à l'élection du 7 octobre prochain. Ça rime à la technologie en utilisant bien entendu les réseaux sociaux à travers lesquels ils profitent pour battre campagne déjà. C'est dans le numéro de ce matin. Et puis Info Matin parle également de ces résultats du concours d'entrée à l'EAMO, donc le scandale qui met Mbouentou dos au mur. C'est avec les résultats publiés dans le comme d'autres journaux disponibles dans les kiosques ce matin, notamment en Cameroun Tribune, qui parle donc de forum de la coopération Chine-Afrique. Pékin accueille Paul Biya, c'est le grand titre du journal également, dossier à lire de la page 2 à la page 3. Le journal parle également du Premier ministre qui appelle au respect de la réglementation en vigueur concernant des sujets aussi intéressants, parlant du déplacement ou de migration d'enseignants vers d'autres ministères. Il demande simplement aux concernés de respecter la réglementation en vigueur. C'est dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le même journal a d'autres informations que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques. Également, on va retrouver le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui s'intéresse également à la commission Moussangé. Il faut savoir que 700 millions de francs CFA pour 15 véhicules, c'est reine donc de la gabégie d'État. C'est une question. 10 experts se déchirent sur la question ce matin. Cette dépense est donc engagée alors que le président de la République a prescrit la réduction du train de vie de l'État et ça fait véritablement problème. Donc je vous invite à lire l'article également ce matin. Le journal s'intéresse à autre chose, à la crise anglophone. Ayoub Tabé et compagnie dribble le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. C'est à lire dans le numéro disponible dans les kiosques également ce matin. Et puis Mutation s'intéresse à la lutte contre le chômage. 9 candidats. 9 visions, c'est le grand titre du journal avec des visages même de ces différents candidats donc portés à la une du journal Mutation de ce matin et avec d'autres informations aussi à lire si vous faites un tour dans les kiosques. Le quotidien Le Messager s'intéresse à la présidentielle 2018. Et tout dit, met la pression sur Maurice Kamto. Et pourquoi donc on parle bien entendu de ces derniers. Et Biloa Efa, conseiller spécial du mouvement pour la renaissance du Cameroun, victime donc de chantage du préfet du Foundi, c'est en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse à autre chose parlant du tribunal du Foundi à Yaoundé. Pourquoi Ayoub Tabé restera encore en prison selon le journal. Sa demande de mise en liberté a été donc rejetée hier par le tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. C'est à lire en page 4. Le journal s'intéresse aussi à la rentrée scolaire 2018. Des chefs d'établissement sollicitent le report et pour cause donc l'indisponibilité des livres au programme. En ce moment au Cameroun, c'est dans le journal disponible ce matin, le quotidien Le Messager. Autre journal disponible, c'est également le Financier d'Afrique qui parle d'éducation. Le livre et le paiement en ligne rentrent notamment la rentrée scolaire 2018. C'est à lire dans le numéro disponible ce matin également. Voilà du moins ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction.
Et sur ce plateau, Georges Sémé, président. Bonjour Georges. Bonjour à vous, M. Nongo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder à chaque fois le vendredi matin. Merci d'être là. Tout comme Camille Nélé, bonjour. Flavien Valo Nongo, bonjour. Bonjour Georges Sémé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox et surtout des fidèles, parce qu'il y en a qui sont tellement accros, qui ne quittent pas leur écran tant que l'émission n'est pas terminée, qu'il y en a qui ne vont pas au travail tant que l'émission n'est... Ils sont nombreux, très nombreux d'ailleurs à travers le monde qui se branchent, comme qui dirait, alors à cette antenne, chaque fois que l'émission commence. Vous faites bien de le rappeler, également avec des sujets aussi intéressants, puisque ces sujets sont captivants. La nouvelle expression de ce matin parle par exemple de la rentrée scolaire. C'est un sujet qui touche et qui concerne tout le monde. Le Nord-Ouest se vide de ses élèves de manière progressive. On l'observe d'ailleurs, le reporter est allé et rend compte d'ailleurs dans cette édition. C'est un constat que nous avons observé depuis 2016, au déclenchement de cette crise politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elle s'est poursuivie en 2017 et à la veille de la rentrée 2018, c'est le même phénomène qui est ambiant dans ces deux régions qui, faut-il le rappeler, sont en proie à une insécurité qui se prolonge. Je pense que la lecture que je vais d'abord faire de ce constat, c'est relever que l'appel qui a été lancé par les pouvoirs publics à travers leur démembrement, la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, les différentes missions ministérielles et même primes ministérielles qui ont été effectuées sur ce terrain n'ont pas prospéré. Il y a même eu des interventions locales de la part de ces chefs ou alors des élites de ces deux régions et même cette démarche qui avait été effectuée par le maire de Boya, M. Kema, toutes ces démarches n'ont finalement pas prospéré. À côté de ces démarches donc, de rassemblement et d'apaisement, il y a cet activisme des sécessionnistes qui continue de mettre en garde tous ceux qui voudraient que la rentrée se tienne dans leur pays qu'ils appellent l'Amazonie. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il manque d'enseignants, parce qu'ils estiment que leurs mesures de sécurité ne sont pas garanties, leur sécurité n'est pas garantie, mais il manque également d'élèves qui estiment que, faute d'écoles ouvertes, et vu la situation d'insécurité qui est grandissante, les conditions de leur scolarité n'est pas tout à fait garantie. Donc, je crois que c'est un épiphénomène de la crise anglophone et nos confrères de la nouvelle expression font bien de le relever à la veille, effectivement, de cette rentrée. Donc, je pense qu'il y a un échec de la part des pouvoirs publics sur le message qu'ils ont voulu transmettre, ce message d'apaisement et de rassemblement qu'ils ont voulu transmettre pour que se tienne une rentrée scolaire effective. Finalement, je pense qu'on n'aura pas une rentrée intégrale. Ces deux régions risquent sérieusement d'être affectées par cette crise anglophone et nos confrères ont vu juste de revenir là-dessus. Très bien. Alors, donc, c'est la nouvelle expression qui mène l'enquête et qui observe également qu'il y a des personnes, des populations qui se déplacent carrément parce que c'est une véritable psychose que laisse transparaître l'attitude même de ces sécessionnistes dans ces différentes régions à la veille de la rentrée scolaire. Flavien Malonongo, la psychose est réelle et c'est le but, c'est l'objectif de ces sécessionnistes. Faire peur aux gens, faire peur à l'administration, faire peur à l'armée, faire peur à l'État et installer cette ambiance de psychose permanente qui fait que on ne se sent pas en sécurité, on sait qu'on peut être kidnappé à tout moment, on peut être tué à tout moment, on peut être enlevé, on peut voir ses enfants tués. Donc c'est la conséquence de cette crise qui ne fait que perdurer. Mais que les gens ne se fassent pas d'illusions, cette crise ne peut pas se terminer d'un coup de baguette magique, en se disant que bon, le gouvernement et ses envoyés balancent des messages d'apaisement, des messages de paix, ils demandent aux gens de rentrer comment. Ces gens savent très bien qu'ils n'ont aucune sécurité, ils n'ont aucune assurance que même ces soldats qu'on envoie davantage, parce qu'il y a encore 2 ou 3 camions du BIR qui ont été envoyés du côté du sud-ouest et du nord-ouest depuis la semaine, rien n'assure que ces soldats pourront veiller sur eux et sur leurs enfants jour et nuit. Donc il fallait s'y attendre, c'est la conséquence, et on n'y peut rien, parce que tant que les armes ne se sont pas tues de ce côté-là, on ne pourra pas dire que les gens peuvent rentrer à l'école. Ça c'est clair. Donc il n'y a même pas de spéculation à faire là-dessus, il n'y a pas de calcul à faire là-dessus, parce que même s'il faut dialoguer, vous allez dialoguer avec qui? Vous allez dialoguer avec des gens qui disent que nous, on a notre pays, vous êtes la République du Cameroun, vous le savez très bien. Donc tant que les choses ne seront pas un peu plus éclaircies,
il n'y a pas beaucoup de chances que la rentrée soit effective de ce côté-là. Et les parents ont peur, pas seulement pour leurs enfants, mais même pour eux-mêmes. Georges Séné a tout dit. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de structure, il n'y a même pas de sécurité. Alors, vous voulez que les parents fassent quoi? Eux qui tiennent tant à l'avenir de l'enfant et à l'éducation de leur enfant. C'est pour ça qu'on enregistre donc cette sorte de migration des parents et des élèves vers les autres régions. Alors, puisqu'on parle de rentrée, on parle également de ce qui se déroule dans les régions anglophones. Il y a le messager de ce matin qui parle de rentrée scolaire 2018, les chefs d'établissement qui sollicitent le report de la date du 3 comme étant une date qui semble difficile parce qu'il n'y a pas de manuel scolaire. Le livre est rare, difficile même, invisible sur le marché. Écoutez, ce phénomène n'est pas le premier vécu en 2018. Il y a des années où effectivement on a assisté à la réfaction du manuel scolaire ou alors à la flambée des prix du manuel scolaire. Mais cela n'a pas n'a pas été une raison pour qu'on repousse la rentrée scolaire. Donc cette question qui est évoquée aujourd'hui par certaines personnes, je crois qu'elle n'est pas du tout bienvenue. On aurait peut-être pris l'argument de la sécurité pour solliciter un report de cette rentrée scolaire. Mais je crois qu'à ce niveau même, l'État est en train de prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait un semblant de rentrée scolaire intégrale dans les 10 régions du pays, même comme on sait que du côté des régions anglophones, il sera extrêmement difficile de revoir les élèves et que les parents prennent la décision d'envoyer les enfants dans ce climat d'insécurité dans les établissements scolaires. Donc un report de la rentrée scolaire, je crois que ce n'est pas l'ordre du jour et tout de suite, la réponse ne s'est pas fait attendre. L'État a dit clairement que les raisons qui militent en faveur d'un report ne sont pas des raisons assez graves et que d'ailleurs, qu'il y aurait même ces livres qui sont attendus, il y en aurait dans certaines librairies et que ce sont les librairies qui n'ont pas les moyens de se procurer ces livres qui créent ce sentiment de pénurie. Pourtant, il existe bien des livres qui sont inscrits dans l'année scolaire en cours. Donc, c'est une polémique qui est ambiante, mais je crois que cette raison ne peut pas pousser l'État à aller jusqu'à repousser la rentrée scolaire mais ce qui semble curieux ici, ce sont les chefs d'établissement qui proposent, qui estiment que puisqu'il n'y a pas de livre, il faut reporter la date de la rentrée. La position de l'État est tout à fait claire. Les livres qui étaient attendus sont arrivés en début de semaine. Mais seulement, dit l'État, ces livres ne sont pas disponibles dans toutes les librairies parce que, par la faute de certaines librairies qui ne peuvent pas s'approprier ces livres. Voilà l'argument étatique qui a été donné. Mais je pense que, en toute objectivité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas pénurie de livres que tout le monde ne peut pas accéder à l'achat du livre qu'on va renvoyer une rentrée scolaire. C'est quand même une rentrée très grave, une rentrée nationale qu'on nous aurait renvoyée pour des raisons aussi légères. Voilà. Donc, c'est dans le journal Le Messager également, Le Messager de ce matin. Il y a Émergence qui parle de cette commission Moussongué avec les 700 millions de francs CFA pour 15 véhicules. Au moment où le chef de l'État demande donc, le train demande donc la réduction a prescrit en fait la réduction du temps de vie de l'État. On constate simplement à travers de ce journal qu'il y a une véritable gabégie au niveau sommet de l'État avec l'achat des véhicules, 700 millions de francs CFA pour 15 véhicules seulement. Écoutez, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'est une nouvelle structure qui a été créée par le président de la République et qui est une conséquence de la crise anglophone. Certains se sont posés à ce moment-là sur l'opportunité ou alors l'utilité d'une telle commission parce qu'il existe déjà d'autres commissions qui sont investies de certaines prérogatives de missions publiques mais qui n'arrivent pas toujours à remplir ces missions et grèvent sérieusement le budget de l'État. Donc la commission Moussongué aujourd'hui a été dotée d'un budget important qui est inscrit dans le budget 2017 et 2018 aussi. Et l'achat dont vous faites allusion est celui de 15 véhicules effectivement dans une structure, dans un concessionnaire de la place, et la facture s'élève à 700 millions de francs CFA. Donc ça veut dire que le véhicule, l'exemplaire du véhicule s'élève à 46 millions de francs CFA pour un seul véhicule. Je crois que c'est quand même assez cher pour une commission dont les missions sont essentiellement regroupées autour de la transmission des avis et des rapports dans les questions qui sont rattachées à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je crois que c'est assez grave pour la gestion de notre pays et on aurait pu les doter des véhicules pour leur mission, pour remplir leur mission bien évidemment, mais à 46 millions de francs CFA, je crois que c'est assez exagéré et c'est complètement dissonant du discours du chef d'État qui veut quand même qu'on réduise le train de vie de l'État. Et c'est
ramer à contre-courant de la situation économique de notre pays qui est en ajustement structurel. Camille, il y a 10 experts qui se déchirent sur la question. Ça, c'est ce que dit Émergence, parce que comme tous les vendredis d'ailleurs, Émergence pose un problème et il y a des experts qui discutent de cette question. Et c'est d'ailleurs le cas où vous commentez également le sujet. Mais les Camerounais se déchirent depuis la création de cette commission en se demandant à quoi elle sert et quelle était même son opportunité. Vous savez, elle a été créée au moment où la crise sécessionniste battait vraiment son plein, avait atteint des pics extraordinaires. Parce que moi, j'ai toujours fait le distinguo entre la crise anglophone, qui a été les revendications corporatistes, et les avocats et les enseignants. Mais c'est derrière, c'est après ces revendications qu'a explosé l'affaire de la sécession. Moi je dis que les gens s'amusent toujours à mettre le tout dans une sorte de package. Non, il y a un distinguo à faire. Et au moment où les sécessionnistes étaient en train de tirer sur tout ce qui bouge, de kidnapper, de brûler les écoles, les administrations, de dégorger les militaires et les gendarmes, c'est à ce moment que le gouvernement a donné pour réponse la création d'une commission du multiculturalisme et du bilinguisme, comme si les coups de feu qui étaient entendus du côté du sud-ouest, comme si les morts qui s'entassaient chaque jour étaient des morts pour cause de bilinguisme ou de multiculturalisme. Et maintenant, quand on est allé regarder, jeter un coup de critique sur l'émission de cette commission, on a vu que non, elle avait un rôle consultatif, elle devait rencontrer des gens et ensuite faire des rapports, les transmettre au chef de l'État. Point bas. D'ailleurs, depuis que cette commission fait le tour de certaines régions et multiplie les conciliabules, pas les dialogues, mais les conciliabules avec des classes sociales, des catégories sociales, hein, elle ne fait que les envoyer au président de la République. On se demande à quoi ça sert. Et la crise perdure toujours, la crise n'a toujours pas baissé d'un cran. Donc, maintenant que les gens continuent toujours à humer cette commission, qui pour certains n'a pas beaucoup de sens, on réalise qu'elle est aussi budgétivore. Budgétivore avec moins d'une quinzaine de personnes. C'est une quinzaine de personnes même. C'est pour ça que chacun a un véhicule. Alors chacun a un 4x4 pour aller faire quoi? Écoute, un peu plus de 45 millions de francs. Un peu plus de 45 millions. Un peu plus de 45 millions, sans oublier leurs émoluments, leurs déplacements, leurs commissions. Donc, mais cette commission, qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est en branle, depuis qu'elle fonctionne? En quoi a-t-elle fait avancer le débat? En quoi a-t-elle contribué à l'apaisement ou à la compréhension de ce problème? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens commencent à avoir des crises d'urticaire en constatant que, mais en plus, elles coûtent cher et les gars chauffent des voitures, des cylindres de 46 millions. Alors, comme ça se déchire, comme le sujet, comme ça se déchire sur ce plateau, c'est en même temps ce qu'on vit aussi à la maison, je voudrais dire dans vos bureaux également. Juste un mot, s'il vous plaît, sur l'autre curiosité qui concerne cette acquisition. Il n'y a pas que le montant de la facture, mais il y a également le marché, la procédure qui a été engagée pour l'acquisition de ces véhicules. Vous savez qu'il s'agit d'un marché de gré à gré qui a été gentiment accordé par M. Abassadou à M. Mafani Moussongué, à sa demande bien évidemment. Mais ce marché de gré à gré intervient justement à un moment où il y a un autre problème de marché de gré à gré qui a opposé M. Abassadou encore entre Abassadou et le ministre des Travaux publics, M. Ganou Messi. Alors, dites-moi, lorsqu'on met sur la balance quand même les deux acquisitions, alors les deux marchés, qu'est-ce qui est le plus difficile? Chacun pourra s'en faire une idée de toute façon. Alors, c'est dans le journal ce matin également, donc Émergence, qui parle de 700 millions de francs CFA pour 15 véhicules. La commission Moussongué règne donc de la gabégie de l'État au sommet de l'État finalement. 10 experts se déchirent sur la question au moment où le chef d'État prescrit la réduction du train de vie de l'État. C'est dans le journal Émergence. Alors, autre sujet qui fait le tour de la presse également, s'il s'agit de la polémique sur les hameaux. Donc, on parle de cette école, l'école africaine des métiers de l'architecture et même de l'urbanisme de Lomé. Il y a Jean-Claude Mbouenchou qui est cité ici comme étant celui-là qui cultive. On parle justement de tribalisme et autres faits qui sont reprochés à ce membre du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Lorsque vous lisez l'article, on comprend qu'il a donné ses éclairages sur la question dans la nouvelle expression et d'autres journaux estiment qu'il a fauté quelque part. Bien, la nouvelle expression nous transmet les clarifications du ministre et nos confrères d'Info Matin pensent qu'il s'agit tout simplement d'un scandale. J'ai bien parcouru la position du ministre qui a
dégager deux procédures, deux niveaux de procédure. Une procédure supranationale et une procédure nationale. Rappelons que l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme est une école inter-État. Donc, il y a une procédure supranationale qui est l'initiative d'abord du concours, l'organisation du concours et la proclamation des résultats après correction. Mais il y a un autre volet de cette procédure qui concerne les États, c'est la publication de l'offre de concours. La publication de l'offre de concours. Et lorsqu'on suit le ministre Mbouenchou, il dit que effectivement, lorsque l'initiative a été prise par les hameaux sur ce concours, le Cameroun s'est empressé de rendre public, de mettre à la disposition de ceux qui voulaient concourir cette offre à concours. Il a parlé de la CRTV, il a parlé de Cameroun Tribune, sans en apporter les références, bien sûr. Donc, je pense qu'avec les explications du ministre, on n'a pas le droit de continuer la polémique, mais sauf que nos confrères d'Info Matin pensent que ils ont interrogé le sous-directeur de l'urbanisme du même ministère, qui est l'intérieur hiérarchique de M. Mbouenchou, qui dit dans l'Info Matin que cette offre de concours était la chasse gardée du ministre qui a mis sous le manteau et a certainement usé d'un tour de passe-passe pour intégrer la majorité des personnes qui étaient originaires d'une même région, la région de l'Ouest. Mais on se rend compte que sur les 430 dossiers qui étaient attendus, 320 étaient des dossiers qui venaient effectivement de la région de l'Ouest. Donc, si on effectue un parallélisme des formes sur le nombre, il est tout à fait normal que ces originaires de l'Ouest qui soient le plus de personnes qui aient réussi à ce concours. Et il n'y a pas que les gens de l'Ouest qui ont réussi à ce concours, il y a d'autres sensibilités ethniques, mais il est clair qu'il s'agit quand même de la majorité des ressortissants de l'Ouest qui ont gagné ce concours. Mais c'est conformément aux dossiers qui ont été reçus dès le départ. Camille, c'est un concours inter-État. On comprend, et que c'est chaque État qui achemine les propositions, en tout cas au niveau central, et le Cameroun qui abrite le concours depuis plusieurs années est resté dans sa logique, c'est-à-dire organiser et accueillir également d'autres étrangers qui viennent de partout. Et là, on observe simplement qu'aujourd'hui, la presse tente d'expliquer que Jean-Claude Mbouenchou a fait de ça sa chasse gardée. C'est une partie de la presse qui estime que, il faut le dire tout net, il ne faut pas avoir peur des mots, que le ministre, M. Mbouenchou, a fait un concours auquel il n'a convié que des Bamileke, et c'est pour ça que les Bamileke sont les plus nombreux. Voilà ce qui est en train d'être dit. Voilà le message que véhicule Info Matin. Voilà la polémique qu'entretient Info Matin. Moi, je pense que ce genre de débat est absolument préjudiciable à ce que vous appelez depuis quelque temps le vivre ensemble. Hein? Parce que vous ne pouvez pas me dire que, tout simplement parce qu'il y a eu un concours avec un certain nombre de personnes de la même tribu qui sont les plus nombreux, et puis ensuite vous dites que non, c'est parce que c'est lui, le ministre, qui a fait ça, c'est lui qui a fait que les autres ne soient pas informés. Monsieur le ministre dit que ça a été publié dans bon nombre de supports. Mais l'élément le plus concret, c'est que c'est affiché sur le bannière du ministère. Et celui-là, on ne peut pas dire que les gens... Le site internet même. Alors, il peut arriver que cela soit nombreux à postuler, les plus nombreux à postuler, alors qu'ailleurs, on ne trouve pas la nécessité de postuler aussi. Effectivement. Alors, vous n'allez pas me dire que si, par exemple, il y a ce concours qui est lancé, supposons qu'il y a 500 places, et sur les 500 dossiers qui sont reçus, il y en avait 400 qui sont de l'Ouest, parce que les autres n'ont pas soumis, les autres n'ont pas été informés à temps, ou les autres n'étaient pas intéressés. Vous allez donc dire que s'il y a 300 Bamileke qui sont là-dedans, c'est parce que ils sont favorisés par le ministre. Vous savez, moi, je me souviens de cette période dans les années 90 où on a fait un drôle de procès aux Ewondo et aux Boulou en disant que c'est eux qu'on retrouve partout comme sous-préfet, préfet dans l'administration et tout ça. Mais les gens oublient que quand, par exemple, au moment où le concours est lancé, s'il y a sur 1000 candidats, s'il y en a 700 ou 800 qui sont originaires du centre et du sud, pourquoi ne voulez-vous pas qu'à la sortie, il y ait une très grande majorité de candidats originaires de ces régions-là qui soient dans les postes de commandement? Donc moi je dis que, sincèrement, à mon humble avis, c'est un mauvais débat, et c'est un débat
qui n'a pour seule finalité que d'atteindre l'image. La destruction du vivre ensemble, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, donc, moi, je pense, et maintenant, quand on se sert, parce que quand on réalise... Mais je pense qu'il faut lire davantage les éclairages qui sont dans la l'expression de ce matin, ce qui s'explique sur les éclairages. On lit les éclairages. Informateur a publié la liste des candidats admis. Il a aussi publié aussi la liste des candidats qui ont postulé. À ce moment-là, on aurait pu mieux comprendre. Parce que si on publie seulement la liste des élus, qu'on publie aussi la liste de tous ceux qui ont postulé, là, ça allait devenir intéressant et on allait faire maintenant la part des choses. Monsieur Ndongo, pour finir sur ce sujet, je crois que jusqu'à ce niveau d'information, aucun candidat qui a été recalé n'a fait état d'une certaine magouille ou alors de tripatouillage en sa défaveur. Donc, je pense que c'est un débat nauséabond à ce niveau. Mais également, il faut que nos confrères d'Info Matin aient le temps quand même de publier souvent lorsque les listes de ceux qui sont admis à l'ENAM ou à l'ERIC, qu'ils nous publient, qu'ils fassent également comme ils ont fait avec l'information sur les hameaux. Parce qu'on se rend effectivement compte qu'à l'ENAM, c'est toujours une certaine tribu qui dame le pion autour de tribu. Et ensuite d'objectivité, nos confrères d'Informatin devraient également le faire. Très bien. Alors, donc on peut lire la position de chaque tabloïd sur cette question de polémique, qu'on qualifie de polémique en tout cas sur les hameaux, les clarifications de Jean-Claude Mbouentou dans la nouvelle expression en page 6 et Info Matin qui propose quand même toute une avec même les résultats du concours d'entrée donc à cette école en question. C'est à lire donc dans la presse ce matin. On va dire un mot sur l'affaire Sissoko et compagnie, la nouvelle expression qui parle de l'État qui impose ses avocats aux prévenus et plusieurs autres tabloïds sont revenus sur le même sujet. Qu'est-ce qui fait problème? Les leaders sécessionnistes qu'on n'a même pas vus devant les juges hier. Bien, les 46 prévenus avec Sissoko Ayuk-Tabé, ça fait 47, avaient déposé une demande de mise en liberté depuis mars. Cette demande était sur la table du tribunal des grandes instances du Fundi. La première audience n'a eu lieu que hier et les prévenus ne sont pas présentés d'abord. Et ensuite, il y a trois défenseurs, trois avocats de la bande à Sissoko qui se sont désistés. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, le Code de procédure pénale dit que lorsque des avocats se désistent, les juges peuvent demander qu'on commette une commission d'office d'autres avocats en remplacement de ceux qui ont désisté. Alors c'est ce qui a suscité le courroux de l'unique défenseur de M. Sissoko qui restait, en estimant que non, l'État ne pouvait pas imposer ses avocats aux prévenus qui n'étaient pas présents à ce tribunal. Il faut quand même rappeler que ce sont des faits extrêmement graves qui sont relevés à leur encontre. Atteinte à la sécurité de l'État, destruction des biens publics, apologie à la sécession et il leur faut des avocats qui sont d'abord des avocats bien expérimentés, mais également des avocats objectifs pour défendre leur cause. Et lorsque on a en face des avocats qui sont commis d'office, je crois que ça biaise un peu le déroulé de la procédure. Mais j'espère qu'il y a d'autres avocats qui vont s'arroger la cause de M. Sissoko Ayuk-Tabé, qu'on ait au moins un procès, entre guillemets, équitable, parce que les causes quand même à défendre, sont extrêmement graves et on ne souhaite pas que face à la défense de l'État, on ait une autre défense qui est plutôt commise par les juges, d'office par les juges, alors qu'on sait que dans cette République, les juges roulent parfois pour le régime. Très bien. Alors donc la nouvelle expression, tout comme le messager de ce matin, le messager qui dit pourquoi Ayuk-Tabé restera en prison, c'est justement parce que la demande de mise en liberté n'a pas été accordée et le journal, la nouvelle expression parle plutôt de l'État qui impose ses avocats aux prévenus. Mais c'est là que je suis en train de dire que la presse n'a aucun intérêt à jouer le mauvais jeu de la mauvaise information. Quand on dit que l'État impose ses avocats, c'est parce que deux avocats de Sissoko se sont désistés. Et l'État estime qu'il faut que ces prévenus soient normalement, régulièrement, assistés par des avocats. Pourquoi dit-on donc que parce que deux avocats se sont désistés et parce que l'État, pour respecter les normes,
a commis d'office d'autres avocats, on estime que c'est l'État qui a imposé. Première question. Deuxième question, moi je pense qu'il faut que les gens sachent regarder, les gens doivent apprendre à regarder les choses avec froideur et lucidité. Nous sommes devant une affaire très très grave. Des gens qui, publiquement, avant leur arrestation, avaient incité le pays, s'était manifesté par une incitation à la haine, par des manœuvres de tentatives de déstabilisation, de sécession et tout ce que vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on les arrête au Nigeria, ils invoquent leur qualité de réfugiés. Ils disent qu'ils étaient réfugiés, on n'a pas le droit de les arrêter. Attendez, c'est trop facile. Réfugiés par quoi? Ils ont fait quoi Cameroun pour qu'ils soient réfugiés à l'extérieur? Et il faut que les gens, tous ceux qui sont en train de véhiculer de drôles de théories au sujet de cette procédure d'hier, en réalité, on les a arrêtés, ils demandent tout simplement une remise en liberté inconditionnelle. Alors qu'il y a une enquête préliminaire qui doit être ouverte, il y a une instruction qui doit être faite, il y a maintenant la procédure qui doit aller jusqu'au bout. Pourquoi doit-on leur remettre en liberté? Parce qu'ils ont demandé la mise en liberté. Et le dossier de mise en liberté était même incomplet. Il était même incomplet. Il manquait la déclaration seulement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se servent de cela, d'un début de procédure en réalité qui est absolument dans les normes, et pour qu'on nous fasse croire que les Sisuke Ayoub TV sont des victimes de la justice aujourd'hui, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à être entendus. Très bien. Qu'on arrête un peu. Et Flavie Malone Ndongo, vous vous souvenez qu'avant-hier, il y avait des journaux qui se posaient des questions. Est-ce qu'ils sont encore vivants? Parce qu'il y en a qui se disaient que oui, depuis qu'on les a arrêtés, on ne les a jamais vus. Mais si ils n'étaient pas vivants, leurs avocats qui étaient là hier, parmi ceux qui sont délestés aussi, auraient dit que non, on ne les a jamais rencontrés. Mais ils les ont vus. Mais pourquoi poser le questionnement de leur santé? Leur existence. Donc moi je pense que cette affaire-là est très grave. Nous avons affaire à un groupuscule de personnes qui doivent répondre de faits extrêmement graves, qu'on ne les victimise pas, qu'on ne les présente pas comme des victimes, mais qu'on se dise que l'affaire suit son cours, ils ont été arrêtés. Sont-ils des réfugiés? C'est une autre histoire, mais des réfugiés dans un autre pays qui voulait diviser le Cameroun en deux. Très bien. Alors donc c'est presque la fin. En tout cas, nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose sur ces différents sujets. Les traitements sont différents. Et même si Cameroun Tribune s'intéresse plus à Pékin, Paul Biya qui a été accueilli à Pékin, comme on le sait, c'est dans le cadre de ce forum de la coopération Chine-Afrique. La même information se trouve aussi dans plusieurs autres tabloïds. Notamment dans Hot News. Paul Biya en Chine, carrément. C'est la une du journal également. Donc merci à vous, chers messieurs. Merci. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Vous avez tué le vendredi soir. Allez, bon week-end à vous également, chers téléspectateurs. À lundi, juste après le journal de 9h. Télévision, au-delà des